Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs de la RPA, au journal de ce mardi 5 août 2025. Tout d'abord, les titres. Une personne a été tuée et 2 autres blessées la nuit dernière dans le village d'Ondava de la commune Ukinanyana, province de Bujumbura. La police affirme que l'un des présumés auteurs du crime est déjà arrêté. Le gouvernement du Burundi aurait dû prendre les mesures nécessaires avant d'annoncer que la monnaie chinoise, le yuan, sera désormais utilisée pour les transactions commerciales avec la Chine, car cela peut avoir des conséquences économiques et diplomatiques sur le pays. Vous allez suivre l'analyse de l'organisation Parsem. Suspension des activités au camp de réfugiés de Kakuma situé au Kenya depuis plus d'une semaine suite à la révolte de certains réfugiés qui refusent la catégorisation comme mode de distribution des aides. Les détails, c'est dans ce journal. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page politique. Gervais Ndirakobucha, qui était Premier ministre, a été élu ce mardi 5 août à la tête du Sénat du Burundi pour un mandat de 5 ans. Ngendanganya Générose et Kamimbare Clotilde ont également été élus première et deuxième vice-présidente de la Chambre haute du Parlement. Tous les trois sont issus du parti CNDD-FDD et étaient candidats uniques à leurs postes respectifs. Pour rappel, Gervais Ndirakobucha et Générose Ngendanganya ont été mis à la retraite anticipée au sein des forces de sécurité au début du mois de mai 2025. Entre-temps, Nestor Naronouye, qui était le ministre des Finances, a été nommé Premier ministre en remplacement de Gervais Ndirakobucha par décret présidentiel sorti ce mardi. En passe sécurité, une personne a été tuée et 2 autres blessées la nuit dernière dans le village d'Ondava, commune Bukinanyana, province de Bujumbura. Les informations fournies par les habitants confirment que le crime est lié à des conflits fonciers. La police affirme que l'un des présumés auteurs du crime est déjà arrêté. Hervé Niouhire nous en dit plus sur cet assassinat. Elifaze Miburo, 60 ans, a été assassiné la nuit dernière après avoir été lacéré à coups de machette sur toute la tête, selon des informations fournies et confirmées par des habitants du deuxième village d'Ogaza, commune d'Ondava, province de Bukinanyana. C'est là que des hommes de la tribu Batwa, armés de machettes, ont pénétré dans la maison du vieil homme et l'ont assassiné. Ils l'ont ensuite laissé son fils de 10 ans et sa femme qui vivaient déjà dans la maison, selon cet habitant. Ce crime c'est le dit à des conflits fonciers. Il paraît qu'il y a eu un conflit entre 2 personnes à propos d'un terrain situé du côté des Indiens. L'un d'eux a fui et a déménagé ailleurs, mais les disputes ont continué entre eux. Un jour, ils se sont croisés sur le chemin et on lui a demandé « Toi, tu m'as fui, tu es parti où ?» Ensuite, ils ont envoyé des battoirs pour l'attaquer à la machette. Maintenant, on connaît que c'est lui qui a commandité cet acte. Il devrait donc être exclu du groupe, tout comme celui qui a incité les battoirs à commettre cet acte. Selon nos sources à Bukinanyana, les habitants ont tenté d'appeler à l'aide afin que les auteurs des crimes soient arrêtés. L'un d'eux a ensuite été interpellé par les forces de sécurité. Les habitants de ce secteur sont actuellement terrorisés et demandent aux autorités de les protéger et d'identifier qui se rendent la zone à l'ES. Tu vois à quel point c'est effrayant de voir quelqu'un se faire attaquer à la machette en pleine centre-ville, puis les agresseurs s'enfuient. La population est vraiment terrifiée. Il faut que les autorités viennent rassurer les citoyens. Il faudrait aussi faire attention aux gens qui arrivent sans adresse connue, car cela pourrait provoquer de sérieux problèmes. C'est pourquoi nous demandons aux autorités et aux responsables de venir nous écouter, nous rassurer et voir comment nous protéger afin que
Les gens ne meurent plus aussi facilement que des chèvres. Enzo Samuel, chef de la colline Ndava, a confirmé la nouvelle et a appelé la population à poursuivre la collaboration. Les auteurs de ce crime sont toujours poursuivis. Nous tenons à vous informer que tous les auteurs de ce crime venaient de la zone de Gahabura. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Isaac Niokwizera, administrateur de la commune de Bukinanyana, pour s'exprimer. Merci Hervé Niouhire. Selon les informations que nous avons reçues ultérieurement, un enfant de 10 ans parmi les blessés par les agresseurs a succombé à ses blessures à l'hôpital où il avait été transporté pour y être soigné. Afin de réconforter les familles endeuillées et la communauté, le chef de la zone Ndava et le chef de la police ont tenu une réunion de sécurité sur place, exhortant la communauté à ne pas se laisser aller à la colère et à se venger, mais plutôt à saisir les autorités habilitées pour mener des enquêtes. Une courte pause et nous poursuivons avec la page Droits de l'homme. Passons à la page Droits de l'homme. L'association AC Génocide Chirimoso s'insurge contre l'arrestation et l'emprisonnement de 2 déplacés du site de Gasenyi, commune Muhanga, en province de Butanyerera, arrestation qualifiée de persécution. Terence Mushano, vice-président de l'association AC Génocide Chirimoso, explique que l'interpellation de ces 2 déplacés a été commanditée par le curé de la paroisse de Gasenyi et demande qu'ils soient libérés sans condition et que leurs droits soient respectés. Suivez plutôt Terence Mushano, il est vice-président de AC Génocide Chirimoso. L'association AC Génocide Chirimoso a appris avec amertume l'arrestation arbitraire de 2 déplacés qui habitent le site des déplacés intérieurs de Gasenyi dans l'ex-commune Rango, actuellement commune Muhanga. En effet, les 2 déplacés arrêtés sont détenus dans le cachot de l'ex-commune de Rango. Il s'agit de M. Louis Manomelance et de Mme Nimbona Yussina. Ces gens ont été arrêtés sur l'instigation du curé de la paroisse Gasenyi, M. l'abbé Ndaishimiye Roger. Louis Manomelance était en train de construire l'enclos, tandis que Mme Yussina Nimbona était en train de creuser une toilette pour question d'hygiène. Alors, le curé les persécute au fur et à mesure des années. L'association AC Génocide Chirimoso demande au curé de retirer sa plainte pour respecter la convention de Kampala signée le 22 octobre 2000 pour la protection des déplacés antérieurs. La même association exhorte à l'évêque du diocèse de Ngozi d'instruire au curé de la paroisse Gasenyi de ne pas persécuter les déplacés, à l'image de la réunion des conférence épiscopale de 3 pays voisins qui plaident pour le respect des réfugiés hébergés dans les pays voisins comme à l'intérieur de leur propre pays. AC Génocide Chirimoso demande au gouvernement du Burundi de faire respecter les déplacés antérieurs là où ils sont hébergés. Le gouvernement du Burundi doit traiter avec équité les déplacés antérieurs pour qu'ils deviennent et restent des hommes libres et égaux en droit et en dignité. L'association AC Génocide Chirimoso recommande à l'administration locale, la police et aussi au curé de libérer ces personnes arrêtées et détenues injustement, immédiatement et sans condition. Toujours en parlant droits de l'homme, plus de 2700 personnes ont été tuées et plus de 200 portées disparues au cours des 5 ans de pouvoir du président burundais Evariste Ndayishimiye. Ces données proviennent du rapport sur les droits humains publié par l'Organisation burundaise de défense des droits de l'homme, Ligue Iteka. Le directeur exécutif de la Ligue Iteka, Jean-Marie Vianney Wuchumi, appelle le gouvernement de Gitega à garantir l'indépendance du système judiciaire et à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des droits humains au Burundi. Je vous propose de l'écouter. La situation des droits de l'homme au Burundi reste préoccupante. L'élection de Evariste Ndayishimiye en juin 2020
avait suscité des espoirs de réforme, mais ces espoirs se sont dissipés. Malgré quelques déclarations sur les réformes, le non-respect des quotas et les abus historiques tels que les exécutions extrajudiciaires, la torture, l'enlèvement, les arrestations et détentions arbitraires continuent de peser sur sa gouvernance. Bien qu'il ait promis une vertu, son régime persiste à contrôler et à réprimer l'opposition. Dans ce rapport, la Ligue ITK illustre cette situation avec des cas de violation des droits humains suivants. 2776 morts, 231 personnes enlevées, 316 personnes torturées et 665 personnes victimes de viols, de violences basées sur le genre. De plus, la déclaration des droits socio-économiques, la mauvaise gouvernance entraîne des pénuries des produits de première nécessité, la carence des devises, du carburant, ainsi de suite. Les violences contre l'opposition ont abouti à des élections contestées en 2025, en juin et juillet. Les résultats du 5 juin 2025, largement discutés, ont vu le CNDD revendiquer 96,51 voix, renforçant l'opposition et la laissant face à un régime perçu comme autoritaire. La Ligue ITK, dans ce rapport également, démontre le chômage des jeunes qui est alarmant et beaucoup vivent en dessous du seuil de pauvreté. Face à cette situation, la Ligue ITK recommande ce qui suit. Au gouvernement du Burundi, mettre fin aux tactiques d'intimidation, à la détention arbitraire, à la répression de la dissidence pour créer un climat de sécurité et de confiance. Renforcer l'indépendance de la justice et garantir son impartialité pour assurer la protection des droits humains et la justice pour les victimes de violations. Lever les restrictions sur les libertés d'expression et garantir la protection des journalistes, des défenseurs des droits humains et des membres de l'opposition. Organiser un dialogue national inclusif et représentatif pour aborder les questions fondamentales et trouver des solutions durables. Établir des mécanismes de responsabilité efficaces pour enquêter sur les violations des droits humains et tenir pénalement responsables les auteurs de ces actes de violation. Et en page économie, le gouvernement du Burundi, par l'intermédiaire de la Banque de la République du Burundi, BRB, aurait dû prendre les mesures nécessaires avant d'annoncer que la monnaie chinoise, le yuan, sera désormais utilisée pour les transactions commerciales avec la Chine. C'est ce qu'a déclaré Faustin Ndikumana, président de l'organisation Parsem, qui milite pour le changement des mentalités au sein de la population burundaise. Cet économiste met en garde contre les risques potentiels liés à cette décision, notamment en l'absence de mécanismes d'ajustement appropriés. Il souligne que le Burundi doit accorder une attention particulière à la stabilité du franc burundais. En effet, la monnaie traditionnellement utilisée dans les échanges internationaux, le dollar américain, représente environ 60% des réserves de change mondiales, tandis que le yuan chinois en représente moins de 10%. Suivez Faustin Ndikumana, président de l'organisation Parsem. Quant à l'hégémonie du dollar, pourquoi on parle de l'hégémonie ou de la domination du dollar? Actuellement, on évalue que 60% des réserves du pays en devises sont en dollars. C'est la même chose que les transactions internationales. Entre 50 et 60% des transactions internationales sont libérées en dollars. L'euro ne représente que 20%. Tandis que le yen japonais, le yuan partagent 10%. C'est pour cela que les échanges en dollars, définir les dollars dans les réserves de change, ouvre la marge de manœuvre au niveau des échanges. Multiplie les partenaires au niveau des échanges. Alors, si on analyse profondément les relations entre la Chine et le Burundi, pour que le Burundi engrange le nombre suffisant de yuan, ça veut dire on devra évaluer les exportations du Burundi à la Chine. C'est combien? La coopération chinoise, elle est évaluée à combien? L'emprunt que le Burundi peut contacter auprès des institutions bancaires chinoises, auprès du gouvernement chinois, les investissements directs des Chinois au Burundi, combien de touristes chinois qui viennent visiter le Burundi, peut-être évaluer la diaspora burundaise en Chine qui pourra transférer les yuan au Burundi. Par ailleurs, aujourd'hui, sur l'analyse de la balance commerciale entre le Burundi et la Chine, elle est déficitaire en défaveur du Burundi. Un pourcentage, je crois, qui va à 30%. Comment va-t-on combler ce déficit de balance commerciale? Est-ce que ces transferts pour faire l'alternative au niveau des pratiques? Est-ce que la BRB aura suffisamment de réserves de change à yuan pour faciliter les transferts pour les banques commerciales de payer les importations? Les avoirs des banques commerciales dans les correspondants étranges des banques vont-ils suffire
pour financer les importations burundaises des opérateurs économiques. Je crois qu'il faut y aller prudemment, parce que pour éviter des conséquences fâcheuses, d'abord, il faut que cette étude vraiment montre ce que le Burundi peut gagner par rapport à ces enjeux qu'on vient de décrire, pour qu'il n'y ait pas de conséquences comme l'imposition par le gouvernement des opérateurs économiques d'importer obligatoirement en Chine. Faustin Ndikumana ajoute que le Burundi devrait se méfier car sans études approfondies, cela pourrait lui causer des pertes dans ses relations avec les pays qui l'aident habituellement, notamment les États-Unis qui utilisent le dollar. Encore une fois, Faustin Ndikumana. Économiquement, le Burundi risque d'être comme une zone rattachée à la Chine immédiatement. Et cela va réduire la marge de manœuvre du Burundi au niveau des échanges internationaux, au niveau des partenaires. Encore des conséquences géopolitiques. Vous voyez ce qui se passe au BRIC. Et quand il y a la tentative de vouloir dédolariser l'économie à travers la création d'une nouvelle monnaie, comment le gouvernement de l'Occident, les Américains essaient de remuer terre pour endiguer, pour juguler cette tentative en imposant des sanctions énormes. Je crois que ça peut créer une tension au niveau des relations diplomatiques avec l'Occident. Est-ce que le Burundi a déjà considéré que dans le budget 2025-2026, il y a une prévision de 1326 milliards de bifs qui sont mentionnés comme recettes au niveau des dons dans le budget? Est-ce que s'il y a vraiment problème de déblocage de ces frais, est-ce que l'aide publique au développement de la Chine pourra combler son manque à gagner? Je crois qu'il faut y aller prudemment. Les conséquences sont là. Burundi, dans les sociétés prioritaires au carburant, les autres produits, il faut voir les produits stratégiques qui viennent de la Chine, les matières premières et autres. Et surtout ne pas commencer à imposer les entreprises burundaises pour que le Burundi soit vraiment une zone où il circule des produits chinois, c'est au niveau de ce type de produits. L'église de Mugera, fondée en 1899 en commune Bugendana de la province de Gitega, a été levée au rang de basilique. Le cardinal Pietro Parolin, chargé de la diplomatie au Vatican, sera au Burundi le 12 de ce mois pour l'officialiser. Monseigneur Dieudonné Datonou, nonce apostolique du Burundi, nous en dit plus. À partir de la semaine prochaine, nous aussi au Burundi, nous aurons une basilique mineure dans le pays. Déjà, c'est une décision qui avait été déjà prise par le pape François et confirmée par le pape Léon XIV. Donc, offre au Burundi une basilique mineure. Ce sera où? Ce sera l'église Saint-Antoine de Padoue de Mugera. Et donc, le secrétaire d'État vient aussi pour proclamer ce titre-là qui a été considéré, qui est un grand honneur et qui marque l'étape de la maturité pour l'église qui est au Burundi. Donc, parmi toutes les églises qui sont au Burundi, sera l'église du pape, sa propriété, mais qui délègue l'archidiocèse de Burundi et de Gitega pour gérer. Donc, ça devient désormais son église au Burundi. Et c'est un grand honneur pour le pays. Et en même temps, cela nous engage à beaucoup de responsabilités. Cette élévation a été annoncée le 4 août 2025 par le cardinal Michael Zerni, préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral au Vatican lors de sa visite au Burundi. En page société, l'entreprise Getra qui a construit le barrage hydroélectrique de Kayongozi, situé dans la commune Ruyigi en province de Buhumuza, rassure les habitants alimentés par ce barrage le retour imminent de l'électricité. En effet, ce barrage était hors service depuis un mois car il était endommagé. Les détails avec Balthazar Miburo. Les habitants des localités de Kayongozi, Gasenyi, Busoro, Mubavu et Nyakayi, dans la commune Luigi, qui dépendent du barrage hydroélectrique de Kayongozi, sont rassurés par l'entreprise Getra, responsable de l'ouvrage. D'après les informations en provenance de Kayongozi, la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Bussesien Ekimana, accompagnée du directeur de l'agence burundaise de l'électrification, RILAR, ABR, Eric Maïmana, s'est rendu sur le site pour constater l'état de la situation. Ces autorités ont indiqué suivre de près ce dossier. Ils ont précisé que l'effondrement du barrage a été causé par l'absence de barres métalliques fer à béton dans sa construction. Elles ont demandé à l'entreprise Getra de procéder à une réparation solide et rapide.
L'entreprise Getra, déjà à pied d'œuvre pour réhabilitation, a promis aux habitants de la région un retour d'électricité d'ici la fin du mois d'août. Ces derniers étaient privés de courant depuis plus d'un mois. Le barrage hydroélectrique de Kayongozi est en service depuis 2014. Merci Balthazar Miburo. Dernier dossier de ce journal avec la page réfugiés. Les activités ont été suspendues au camp de réfugiés de Kakuma situé au Kenya depuis plus d'une semaine. Pour cause, certains réfugiés auraient refusé jusqu'à présent la catégorisation comme mode de distribution des aides leur destinée. Actuellement, plusieurs familles sont menacées par la faim parce que l'aide alimentaire n'a pas encore été distribuée. Le point avec David Claude Bananayo. Au camp de Kakuma, le personnel de plusieurs organisations non gouvernementales ne s'est pas présenté au travail depuis plus d'une semaine. Selon une source au sein des réfugiés burundais, cette absence fait suite à la contestation du nouveau système de catégorisation mis en place pour l'attribution de l'aide humanitaire. Des manifestations ont éclaté, causant la mort de 2 personnes. Les véhicules du HCR ne se rendent plus au camp. Nous n'apercevons que des mouvements de militaires et de policiers. Les personnes chargées de préparer et de distribuer les vivres qui s'étaient rendues sur place les mercredis, jeudi et vendredi de la semaine dernière ont été priés par les représentants du HCR de rebrousser chemin. Ces derniers leur ont indiqué qu'il n'y avait pas de travail à effectuer. Nous pensons qu'ils craignent des représailles. Ils estiment que s'ils distribuent la ration à un groupe uniquement, la zone pourrait être incendiée, comme ce fut le cas au camp de Kalobei. En conséquence, de nombreux réfugiés sont actuellement confrontés à la faim et les élèves ne se rendent plus à l'école, ajoute la même source. Il est donc compréhensible qu'au camp de Kakuma, notamment dans les zones Kakuma 1 et Kakuma 2, la distribution des vivres soit actuellement impossible en raison de ces tensions. La population souffre de la faim et fait face à une extrême pauvreté. Les enfants, quant à eux, ne vont plus à l'école et n'ont même pas pu passer leur examen. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables du camp de Kakuma pour recueillir leurs réactions à ce sujet. Merci David Claude Bananayo. C'est ici que prend fin le journal de ce mardi 5 août 2025. Merci de votre attention. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle et technique. Bonne soirée à tous.